Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer justement à nous interroger avec le sujet que nous mettons sur la table ce jour. ONU sanctions contre la Russie. Pourquoi les pays africains choisissent-ils l'abstention? Pour nous accompagner au cours de cette autre édition, nous sommes avec le docteur Yambin Timba. Docteur Yambin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Je voudrais vous poser justement la question. Pourquoi aujourd'hui les pays africains choisissent l'abstention du côté de l'ONU quand on parle justement de cette crise en Russie? J'essaierai de commencer par vous, c'est une boutade, mais demander quel est le contexte qui permet que pour une fois les pays africains s'abstiennent de quelque chose à l'ONU, s'abstiennent de soutenir quelque chose que le bloc occidental soutient à l'ONU. C'est un contexte nouveau. Il y a une configuration nouvelle des relations internationales. Et cette nouvelle configuration avec des acteurs qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont sûrs si vous voulez, ces acteurs-là posent des actes nouveaux, émettent des convictions nouvelles et montrent à l'humanité une voie nouvelle qui peut permettre donc aux Africains de s'émanciper de l'Occident. Ne l'oubliez pas, pour que les États-Unis se libèrent de la Grande-Bretagne, les États-Unis se sont appuyés sur la France. Pour que la Chine se libère du Japon, elle s'est appuyée sur la Russie et sur d'autres puissances. La vérité est qu'au cours de l'histoire, chaque peuple lit l'environnement et se demande à un moment ou à un autre quels sont les alliés que je peux trouver pour pouvoir me débarrasser d'un dominateur gênant. Les pays africains estiment, première chose, que le moment est venu de se libérer de l'Occident. D'ailleurs, le constat de sa faiblesse est établi. Donc, cet Occident dont la force est sérieusement entamée et qui aujourd'hui est de plus en plus faible, les pays africains peuvent se libérer de lui. Et cette opportunité de libération va quand même demander de s'appuyer sur des alliés qui ont le même objectif, celui de s'opposer à l'Occident et qui, eux, présentent les garanties d'une capacité certaine à s'opposer à l'Occident et à le mettre en déroute. Il s'agit donc de la Russie qui est le visage de cette revendication, de cette remise en cause de l'ordre mondial actuel, mais également de la Chine qui, de façon subtile, souterraine, soutient naturellement cette option-là sans se déclarer publiquement, mais on sait qu'elle n'a pas besoin de le faire. Elle le fait déjà par la guerre économique qu'elle mène contre l'Occident depuis près de 20 ans. Donc l'Afrique estime qu'elle n'a pas... Il y a une sorte de renouveau du non-alignement qu'on a vu dans les années 50-60. Oui. Et l'Afrique estime qu'elle n'a pas à se mettre derrière l'Occident pour des choses qui sont plus ou moins des bêtises et qui pourraient conduire le monde à une conflagration qui pourrait être extrêmement grave. Donc les pays africains de cette lecture-là disent la Russie peut nous aider à nous libérer avec donc tout le réseau des BRICS de manière générale, peuvent nous aider à nous libérer de l'Occident. Alors on va s'abstenir, ne pas prendre position dans cette affaire, à la fois pour ne pas énerver nos amis occidentaux qui sont encore très puissants, mais surtout pour dire à nos amis russes, chinois, des BRICS de manière générale, que comme nous comprenons ce nouveau développement des relations internationales et cette nouvelle configuration de l'ordre mondial. Est-ce qu'on s'en sortira avec ce genre d'abstention tout le temps du côté des Nations Unies? C'est une première étape. Oui. Nous commencerons par des abstentions, mais cela va nécessairement à un moment donné évoluer vers une prise de position de plus en plus claire et nette qui va dévoiler les lignes de force à partir desquelles nous allons nous déterminer. Mais en fait, pour que cette évolution se fasse, il faut une évolution interne à l'Afrique vers quelque chose qui nous semble depuis un bon moment comme étant difficile, mais que Cheikh Anta Diop évoquait déjà ou que Kwame Nkrumah postulait déjà et que les gens comme les Oumyové ont soutenu et ont demandé à corps et à cri, à savoir les États-Unis d'Afrique.
Oui. Nous ne pouvons pas, en l'état actuel de la configuration du monde, nous opposer à l'Occident si nous n'avons pas soit un État confédéral africain qui est la solution la plus viable au niveau continental, soit des États sous-régionaux qui sont assez forts. Lorsque nous prenons la CEDEAO, par exemple, c'est quand même 600 millions d'habitants. Donc là, on a quelque chose de solide. Nous avons, par exemple, la CEAC, c'est quand même 350 millions d'habitants, c'est du sérieux. On peut prendre la SADC, la COMESA, ça représente autant. À ce moment-là, nous avons la capacité de résister et de nous opposer aux autres. Mais on peut être encore plus fort si nous avons les États-Unis d'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. 1,4 milliard d'habitants, c'est la population chinoise, c'est un peu plus que l'Inde, c'est 2,5 fois l'Europe, c'est près de 4 fois les États-Unis. Et donc, à ce moment-là, quand nous parlons, les gens écoutent. Les gens écoutent parce qu'ils savent que nous avons un marché. Je n'ose même pas parler de notre richesse naturelle, mais ils savent que nous avons les hommes. Ils savent que nous avons désormais la vision et la perspective historique. Et à partir de là, ils sont obligés de tenir compte de notre discours. Donc, nous devons, cette évolution interne, politique et économique doit se faire, cette évolution de l'intégration. Il ne s'agit pas de faire la ZLECAf, il ne s'agit pas de faire l'Union africaine. L'Union africaine, c'est n'importe quoi. Il faut laisser ça de côté. Il faut faire les États-Unis d'Afrique. Il ne faut pas faire la ZLECAf, ce n'est pas ça qui est important. Si on a les États-Unis d'Afrique, on n'a pas besoin d'une zone de libre-échange. On a un État, on a un pays, et donc forcément la zone de libre-échange est là. Ces solutions qui sont, si vous voulez, des demi-solutions ne sont pas bonnes. Elles sont pernicieuses, elles sont encore plus nuisibles que l'absence de solution. Nous n'avons pas à avoir la ZLECAf, nous n'avons pas à avoir l'Union africaine, nous allons avoir les États-Unis d'Afrique et nous avons donc, à partir des États-Unis, nous aurons un espace continu de tout le continent qui devient donc le marché de l'État continental que nous aurons créé, qui aura donc nécessairement, c'est-à-dire que par un mouvement mécanique, notre monnaie, notre armée, nos douanes, notre police, notre propre marché. Vous voyez qu'en fait, nous résolvons tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés par là. Et avec 33% des matières premières exportées l'année dernière, c'est-à-dire 90 milliards sur les 90 milliards de tonnes, 30 milliards de tonnes qui venaient d'Afrique, eh bien à partir de là, nous n'aurons plus 3,4% du PIB mondial. Nous allons avoir au minimum 20% du PIB mondial. Je tiens compte du fait que les matières premières doivent être transformées. En attendant que nous puissions transformer au moins les 2 tiers sur le continent, nous allons quand même avoir au moins 20% du PIB. Vous imaginez donc que si l'Afrique, à ce moment-là, son PIB, c'est-à-dire la valeur ajoutée chaque année, la richesse créée, est multipliée par 6, tout de suite, vous voyez la capacité de négociation que nous allons gagner. Nous devons être ambitieux pour notre continent. Nous devons être sérieux et rigoureux pour notre continent. Si nous ne faisons pas ça, nous n'allons pas nous en sortir. Les gens vont vous dire que la Russie a le même PIB à peu près que l'Espagne, ou un peu moins ou un peu plus. Mais vous voyez bien que quand on regarde aujourd'hui les capacités de l'un et de l'autre pays, vous voyez que c'est faux. Les manipulations de chiffres que l'Occident fait, on va vous dire que l'Afrique ne représente rien dans le commerce international. Comment on peut dire qu'un continent a 2% du commerce international alors qu'il produit le tiers des matières premières? Il y a là un problème. Donc, il y a cette évolution interne que les intellectuels, les artistes, les journalistes, les hommes d'affaires, les politiques doivent impulser. Et cette impulsion doit nous conduire d'ici 5 à 10 ans aux États-Unis d'Afrique. Si nous les avons, si nous les construisons, les problèmes de marché, de monnaie, d'armée, de sécurité vont être réglés mécaniquement. Justement, parlant de cette abstention du côté des Nations Unies, certains Africains pensent que c'est une autre occasion pour les pays africains de demander un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais surtout de siéger justement dans ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, c'est adopter l'esprit occidental. Nous ne devons pas fonctionner comme ça. L'Afrique ne doit pas rentrer dans les histoires de veto. Veto veut dire que certains proclament qu'ils sont supérieurs aux autres. Les Africains rentrent dans le jeu là. Ou certains disent qu'ils sont supérieurs aux autres, après Gobineau, après la charte de l'impérialisme, après le Code noir, après le néocolonialisme. Les Africains ne devraient pas rentrer dans ce jeu. Il est mauvais. C'est à cause de lui que le monde souffre aujourd'hui. Nous ne rentrons pas là-dedans. Si nous créons les États-Unis d'Afrique, messieurs, nous disons simplement que l'ONU doit être revue. Et cette révision de l'ONU va conduire à un pays, une voie. Point barre. Celui qui n'est pas content et qui pense que lui il est plus important que les autres, il va sur Mars. La planète est là, disponible. Mais sur la planète Terre, un homme vaut un homme. À partir du moment où un homme vaut un homme, eh bien, à vous de voir. Si vous voulez rentrer dans ce système, vous y rentrez. Vous ne voulez pas rentrer dans ce système, on vous isole. Et c'est ça
qui va amener les gens qui croient pouvoir isoler les autres aujourd'hui et qui ont tellement peur d'être isolés, de rentrer dans les rangs. Nous ne pouvons pas nous permettre de suivre l'esprit occidental. L'esprit occidental est pernicieux. L'esprit occidental a juché l'humanité sur un immense tas de cadavres. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Nous comprenons que l'Occident, c'est ça sa façon de, son mode de vie, mais nous ne pouvons pas emprunter ce mode de vie. Notre rôle, notre objectif avec les États-Unis d'Afrique n'est pas d'avoir un droit de veto. Contre qui? L'Occident a créé ces histoires contre un certain nombre de personnes. Les Chinois l'ont accepté parce que ça leur permettait de préserver leur développement et puis de préserver leur espace d'influence. Et les Russes n'avaient pas le choix dans le cadre de la guerre froide. Les autres avaient besoin de ça. Pourquoi? Un pays comme la France en avait besoin pour protéger ce qu'il croyait être son précaré, continuer à piller l'Afrique et ne pas travailler normalement. Les États-Unis en avaient besoin pour protéger le dollar. C'est normal, le système de Bretton Woods. Les Anglais, on leur a donné ce système. On leur a donné ça parce que c'est les cousins. Donc, ils renforçaient le bloc américano-anglais. Nous, on va demander ça pour faire quoi? Nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir pour objectif de piller d'autres pays, de piller d'autres continents, je veux dire, de piller, de détruire d'autres peuples, de dominer d'autres peuples, de massacrer d'autres peuples. Ce n'est pas dans nos valeurs, ce n'est pas dans notre histoire, ce n'est pas du tout notre mode de vie. Notre mode de vie est un mode de vie de bonté, de générosité, de cohésion. Notre mode de vie est un mode de vie qui amène la joie et qui amène une sorte d'intégration et une sorte de coparticipation à l'évolution du monde. Voilà l'Afrique. Mais attention, ça ne veut pas dire que demain, nous permettrons que les gens, sur la base de ces valeurs-là, viennent essayer, imaginez même simplement à cet instant d'essayer de dominer l'Afrique. C'est pour ça que je dis que l'État malien doit chasser Barkhane le plus vite possible. Il faut les mettre dans les bateaux, dans les camions qui transportent les bœufs, et puis on les envoie en Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir que l'Afrique ne rentrera pas dans le jeu de recherche d'une place. À un moment donné, j'ai entendu le Nigeria et l'Afrique du Sud se lancer là-dedans. C'est mauvais. Ce n'est pas ça l'Afrique. Ce n'est pas nos valeurs. Nous n'avons pas à rentrer là-dedans. Nous allons constituer les États-Unis d'Afrique et dès que nous les aurons constitués, nous aurons le poids suffisant pour réformer l'ONU et pour dire un État, une voix. Point. Pas de Conseil de sécurité qui ait un droit de veto, on ne sait pour quelle raison. Il y aura simplement que nous aurons peut-être le Conseil de sécurité qui va survivre, mais ce Conseil de sécurité sera justement un conseil parce que c'est l'Assemblée générale qui décide et pas un groupe de copains qui s'asseyent et qui décident de tout. Vous voyez que la Russie et la Chine sont obligés tout le temps d'utiliser leur veto pour éviter que les copains et les cousins ne détruisent le monde une fois de plus. Merci beaucoup, Dr Yam, d'avoir été là encore. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève encore cet autre entretien de parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur notre chaîne de télévision Panafricaniste TV.